parler de notre approche pour résoudre la problématique de sécurité des applications. Merci aussi d'avoir mis à l'honneur la sécurité applicative aujourd'hui avec les guardians qui nous ont précédés. Aziz, je crois que tu fais un peu d'écho, donc si voilà, super. On préambule une petite présentation de qui sommes-nous et d'où on vient et comment on est arrivé à cette idée d'automatisation des tests de sécurité dans le cycle de développement, dans la chaîne CI/CD, pour éviter que Hervé me pose la question à la fin. Du coup, on répond en amont. Alors, autant Aziz que moi-même, on est des anciens de Lexi. Ceux qui l'ont connu, je pense, se souviennent de cette époque d'il y a plus de 10 ans où on commençait à peine à effleurer le sujet de sécurisation des applications. Sébastien, je ne sais pas s'il est toujours là, il pourra toujours raconter les débuts d'évangélisation d'un sujet qui, en apparence, semblait facile à résoudre, mais qui affichait sa complexité au fur et à mesure qu'on essaye de l'approcher. Donc Lexi entre-temps a été racheté par OCD. Moi personnellement, j'avais quitté Lexi en 2013 pour créer un premier cabinet de conseil spécialisé en sécurité applicative. Je faisais de la stratégie d'assurance sécurité, des formations autour de la sécurité des développements, et puis l'intégration de la sécurité by design tout au long du cycle de développement. Donc entre-temps, Aziz m'avait remplacé chez Lexi, enfin qui était devenu OCD pour piloter le pôle sécurité applicative. Et il avait décidé de se lancer lui aussi dans l'aventure entrepreneuriale en 2018. Et ensemble, on avait lancé AppSec Academy, qui est notre précédente start-up spécialisée dans la formation des Security Champions. Donc, on a formé plus de 1000 développeurs à la sécurité des applications depuis. On forme aussi des étudiants avec de grandes écoles d'ingénieurs, l'INSA Lyon et l'IMT Lille. Et puis on va probablement faire un partenariat, peut-être pas le moment d'en parler, ou peut-être que s'il veut en parler, je lui laisserai la parole tout à l'heure. Mais on est en train de en quelque sorte rendre ce savoir-faire et cette technique de développement sécurisé accessible au plus grand nombre, parce que tout au long de cette longue expérience qu'on a eue, on a bien compris que c'était un problème central et un problème qui est au cœur de la problématique et qu'il faut forcément adresser si on veut adresser la problématique de manière efficace. Et fin 2020, il y a quelques mois, on a créé Continuous, qui est notre dernier bébé, duquel on va pouvoir parler pendant cette présentation. Avant de faire un focus sur Continuous, le premier problème majeur qu'on avait tenté de résoudre à très grande échelle via une plateforme SaaS, c'était la formation des équipes de développement. On va voir tout à l'heure dans un autre slide que le niveau de sensibilité des équipes de développement est un des enjeux et des challenges en même temps de la sécurisation des applications et de la sécurité by design. Donc peut-être avant de passer à Continuous, je laisserai Aziz dire deux petits mots sur AppSec Academy.
Oui, rapidement, voilà, donc, histoire de parler tout seul et pas faire d'écho, vu que j'ai vu qu'il y avait un écho et que ça pouvait gêner certaines personnes. Donc voilà, avec Tariq, hein, donc on l'a résumé, donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'AppSec. On était des développeurs avant et on connaît, ou du moins on a pu prendre connaissance des problématiques de l'AppSec donc, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre carrière. Une des premières problématiques, hein, c'était vraiment la formation des développeurs. Et donc, du coup, comme le disait Tariq, on cherchait un moyen d'innover et de trouver donc, du moins une manière donc, de rendre la formation accessible à grande échelle. Et la formation, on la rendait pas accessible à n'importe qui, on la rendait accessible à des développeurs. Les développeurs, c'est quelqu'un qui travaille très vite, ouais, qui a beaucoup de travail, qui a un time to market qui est ultra important et qui du coup n'a tout simplement pas le temps. Et donc du coup, comment on fait pour engager quelqu'un qui n'a pas le temps? Et on a créé toute une plateforme donc de training et de formation autour du développeur pour lui rendre accessible cette formation et pour avoir donc un taux d'engagement qui est juste, qui frôle le maximum qu'on peut avoir, donc 100%. Et donc du coup, comment on a fait? Donc on a commencé par découper notre formation donc en 2 fois 2 heures. On l'a donc 2 fois 2 heures par semaine pendant un mois. On a mis en place des replays, on a justement créé une formation qui se répète tous les mois, comme ça on peut en voir des qui on veut quand on veut. On a créé du training sympa, donc on a un laboratoire d'expérimentation en ligne accessible depuis son navigateur qui permet justement aux développeurs donc d'accéder donc à des challenges de sécurité, ce qui est assez fun pour lui, donc il se met à jouer plus qu'à apprendre. En plus, derrière, on a un système de points, on a une communauté, donc on a un peu de mal à voir, donc vu qu'on a mis pas mal de snapshots, de screenshots ici, pendant les questions, on pourrait en parler si vous voulez. Mais grosso modo, voilà, donc on cherche à identifier les security champions, on cherche à engager un maximum de personnes et on leur met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc il y a un accès manager, le manager onboard ses développeurs, les différents développeurs ensuite accèdent à toute cette partie gamifiée, à cette communauté. Et donc, du coup, à la fin des 4 semaines de formation, ils montent d'un step, voire de 2 ou de 3 steps en compétence sur la problématique de sécurité applicative. Si je devais résumer cette plateforme, c'est on reprend ce qui se fait donc, chez des plateformes donc, comme Codebashing ou Secure Code Warrior et on rajoute la partie formation en téléprésentiel. On a un vrai besoin parce qu'on a des clients qui sont un peu à droite à gauche dans le monde ou un peu à droite à gauche en France. Et donc, du coup, on n'a pas attendu le Covid pour faire du téléprésentiel. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on en fait. Et la partie gamification, donc comment pouvoir faire un maximum de choses au niveau hacking qui soit super sympa. Donc, sans avoir rien à installer sur son poste. Donc ça, c'est l'histoire d'AppSec Academy et c'est la première problématique d'AppSec qu'on a tenté de résoudre. C'est une problématique qu'on a vue quand on travaillait, donc, comme le disait Tariq, chez les CLI OECD. Donc l'idée est née tout simplement parce qu'on avait des clients qui nous disaient comment je fais pour former mes équipes qui sont à tel et tel et tel endroit, qui sont ailleurs dans le monde, etc. etc. Et donc on s'est dit, s'il y a quelque chose à faire, et donc c'était notre première plateforme SaaS de training. Et ensuite, on a avancé sur Continuous, qui est le sujet principal d'aujourd'hui, et je relaisse la parole donc à Tariq, mais avant tout, donc, on vous présente la problématique de l'AppSec avec un peu plus de détails, histoire d'introduire le sujet en profondeur avant de balayer la solution. Hop, voilà. Donc, en mute, ça marche pas très bien. On s'échange les mutes. Merci Aziz pour cette petite parenthèse sur AppSec Academy. Et donc, tu as rappelé un peu ce premier problème qu'on a essayé de résoudre en scale, ce problème de sensibilisation des équipes de développement et de développement sécurisé. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas la seule solution miracle pour commencer à produire des applications sécurisées. Historiquement, d'un point de vue investissement, sécurité IT, on avait à peu près les 2/3 du budget qui sont alloués à la sécurité infrastructure et une toute petite partie du budget qui est allouée à la sécurité des applications, et très souvent c'était sous forme de tests d'intrusion avant de passer en production, et du coup
en développant des applications avec une méthodologie traditionnelle, avec des cycles en V et des cycles qui durent 6 mois, 1 an, c'était quelque chose qui se justifiait, et on avait un bon rapport entre investissement et retour sur investissement. Mais au fur et à mesure que ces méthodologies de développement ont commencé à évoluer, et au fur et à mesure que le time to market est devenu un enjeu, depuis l'avènement des méthodes agiles, et puis après les méthodes agiles, des méthodes avec une automatisation encore beaucoup plus poussée, comme la culture DevOps, les approches traditionnelles commençaient à montrer un petit peu leurs limites. D'autant plus que ces approches traditionnelles ne permettaient pas de scaler. C'est-à-dire, on a habituellement des équipes de sécurité qui sont composées d'une petite équipe, un petit nombre de personnes, et ils doivent gérer un parc applicatif de plusieurs centaines, voire milliers d'applications parfois, avec des ressources donc qui sont limitées, avec des outils qui fonctionnaient bien pour les projets legacy, mais qui ont du mal à scaler. D'autant plus que on commence à avoir des contraintes à la fois réglementaires, des contraintes de conformité, le RGPD, PCI DSS, et plein d'autres normes type IPA pour la santé, ou d'autres normes plus spécifiques en fonction des secteurs d'activité, qui exigent à ce que la sécurité soit intégrée directement dans le cycle de développement. Donc toute cette croissance fait que derrière, le problème de sécurité des applications reste quelque chose qui est difficile à résoudre aujourd'hui, parce que on connaît les risques auxquels les applications sont confrontées depuis plus de 10 ans. Sébastien Joria, leader de l'OASP, je ne sais pas s'il est toujours parmi les participants. Je crois qu'il switch entre la réunion et d'autres réunions. Rappellera que la première version du top 10 de l'OASP remonte à plus de 15 ans. Et si on regarde l'évolution de ce top 10 depuis plus d'une décennie, on observera que on a à peu près les mêmes classes de risques qui reviennent très souvent, les mêmes classes de vulnérabilité critique qui sont là. Et donc, c'est pas pour autant qu'on connaît pas les risques et qu'on ne connaît pas les bonnes pratiques. Mais donc, c'est un problème d'adéquation entre bonnes pratiques de développement, connaissance des risques, et ingénierie sécurisée des développements. Donc, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les applications sont la première source des fuites de données et la première cible des attaques, et ça va aller crescendo. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout qui devient applicatif, tout qui devient logiciel, infrastructure as code, network as code, il y a tout qui devient du code. Et malheureusement, c'est du code qui est développé selon les mêmes méthodes faillibles qui produisent des applications avec des vulnérabilités qui peuvent permettre à un attaquant de compromettre le système d'information. Donc c'est un sujet majeur pour le RSSI. Et on commence aussi à observer, heureusement, une montée de maturité chez certaines organisations. On a des responsables de sécurité applicative, parce que c'est une fonction qui est assez transverse. La sécurité des applications, c'est quelque chose qui touche à peu près l'ensemble des composants d'un système d'information. Et c'est quelque chose qui a tendance à prendre beaucoup plus de place
avec la transformation digitale, il y a tout le monde qui devient aujourd'hui éditeur de logiciels. Et tout le monde qui devient éditeur de logiciels est malheureusement en développant avec toujours les mêmes méthodes qui présentent les vulnérabilités qu'on connaît et les faiblesses qu'on connaît. Donc parmi les plus gros risques, c'est le manque de sensibilisation des applications qu'on a tenté de résoudre avec AppSec Academy. Et puis il y a 4 autres problématiques qui font que le sujet reste complexe à résoudre. Premièrement, d'accord Sébastien, on ne dit pas digital, on dit numérique. Je crois que j'ai écrit numérique dans ma présentation et j'ai dit digital. Des formations professionnelles. Mais notez, je vais essayer d'éliminer tous les anglicismes de mes propos. Mais comme j'ai pas de script et que j'improvise au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion, ça peut revenir. Typiquement, staffing ici dans la présentation, c'est pas bien. J'aurais dû mettre manque de ressources. Et donc les 4 autres problématiques, c'est le développement de code non sécurisé, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte la sécurité comme une propriété du développement, les méthodes de test qui sont inadéquates, le manque de budget pour soutenir les différentes initiatives et puis le manque de ressources. Donc, parmi les priorités des responsables de sécurité, on retrouve toujours la sensibilisation des équipes de développement à la sécurité, et c'est quelque chose de complètement compréhensible. Si on connaît pas les risques auxquels on est confronté et auxquels notre application va être exposée, on ne sera pas en mesure de mettre en place les contre-mesures nécessaires. Ensuite, sécuriser le cycle de développement est parmi les priorités, parce que plus on intègre la sécurité tard dans le cycle de développement, plus ça coûte cher. Je n'ai pas envie de vous montrer des graphes qu'on connaît déjà et qui montrent l'augmentation exponentielle du coût de correction au fur et à mesure que nous avançons dans le cycle de développement. Donc, vaut mieux détecter des vulnérabilités le plus tôt possible pour que leur correction ne coûte pas très cher. Tester la sécurité de manière plus continue, plus systématique, gérer et traquer les vulnérabilités, et puis mettre en place l'analyse statique de code source. Donc, pour tout ça, malheureusement, il y a 5 gros challenges, notamment la disponibilité de ressources qualifiées. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'organisations qui ont du mal à trouver des personnes avec les bonnes compétences pour adresser ce sujet qui est à la fois à la frontière entre le développement et la sécurité. Le niveau de sensibilisation des équipes de développement, qui ne sont malheureusement pas formés à ce sujet ni dans les écoles, dans leur cursus scolaire. Heureusement, ça commence à changer, ni dans les entreprises. Et ça aussi, heureusement, ça commence à changer. Le sponsoring, malheureusement, il faut que on ait des sponsors dans le COMEX pour qu'une initiative d'assurance sécurité des développements puisse bien prendre, parce que on sera confronté à beaucoup de résistance au changement, qui est aussi l'un des challenges, et des gens qui ne voudront pas forcément jouer le jeu. Et aussi, il faut avoir un budget adéquat, parce que tout simplement toute la dette technique que vous allez commencer à consolider devra être adressée, et pour l'adresser, puisqu'elle était inconnue jusqu'à présent, va falloir aller se battre pour récupérer un petit peu de budget. Donc je vois Aziz se marrer sur le chat. Digitalisation serait à rajouter des doigts. En quelque sorte. On va gros blague, hein, ça, on peut le...
Enfin, on a l'habitude en fait de former en téléprésentiel et de switcher entre sérieux et blague et troll sur le chat. Ça ne me déstabilise pas trop. J'espère que ça vous déstabilisera pas. Ça vous déstabilisera pas non plus. Donc, pour pallier à ces différentes problématiques, à ces différentes frictions qui sont rencontrées aujourd'hui, notamment les outils de test qui sont pas forcément les plus adéquats, le nombre super élevé de faux positifs que certains outils peuvent produire, pour aussi permettre d'intégrer la sécurité by design, pour automatiser complètement ces tests de sécurité et les rendre les plus transparents possibles pour l'équipe de développement. On a pensé à la seule approche qui peut fonctionner, c'est la sécurisation de manière continue. D'autant plus que les déploiements deviennent continus et donc on doit avoir une approche de sécurité qui soit tout aussi continue et tout aussi automatisé pour s'intégrer avec des process de build et d'intégration et de déploiement qui sont automatisés. J'essaie de pas trop me faire déstabiliser par ce qui se dit dans le chat parce que je vois que ça rigole un peu. Donc, comment on peut allier à la fois résoudre le problème, réduire le coût, automatiser la chose et profiter justement des changements organisationnels qui sont en train d'avoir lieu dans les équipes de développement pour aussi automatiser les tests de sécurité et intégrer la sécurité de manière transparente dans le cycle de développement, de la même manière qu'on pourrait intégrer les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de performance, les tests fonctionnels. On devrait intégrer les tests de sécurité à chaque phase du cycle de développement. Donc, parmi nos capacités aujourd'hui, on sait faire de l'analyse statique de code source. Donc, le code source à comprendre votre propre code. On sait que les applications modernes sont composées à plus de 70% de dépendances externes. Donc, on a dissocié l'analyse statique de votre propre code custom de l'analyse des dépendances. Donc, l'analyse des dépendances, c'est ce qu'on appelle le software composition analysis, où on va scanner votre repository de code source pour identifier les dépendances et pouvoir vous reporter celles qui contiennent des vulnérabilités connues. On a aussi une capacité de scan dynamique des vulnérabilités qu'on a un peu amendé pour que ça s'intègre dans une pipeline CI/CD. Et la différence dans nos scans dynamiques, c'est que on cherche pas à scanner un environnement de pré-production déjà pré-déployé ou un environnement de prod. On cherche plutôt à tester de manière dynamique le code qui a été commité par les équipes de développement. Donc on sait faire ça de manière automatisée, de manière assez rapide pour pas bloquer l'équipe de développement et rendre ces tests de sécurité transparents. On couvre pour le coup la chaîne de build, la chaîne de déploiement et on propose un environnement dédié
pour chaque projet qui est onboardé dans l'application, enfin qui est pour le coup, comment on dit onboardé en français? On a tellement l'habitude d'utiliser le terme anglo-saxon que voilà, embarqué. Merci Guillaume et Daniel. Donc une fois que on a embarqué une équipe dans le projet, elle se voit dédier toute une pipeline avec l'ensemble des capacités de scan pour son projet. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Normalement, le commanditaire, qui sera quelqu'un de l'équipe sécurité, va onboarder les équipes. Donc, en onboardant l'équipe, il va spécifier qu'il est le responsable de cette équipe. Et le responsable reçoit un lien qui l'invite à créer un compte sur notre plateforme. Il clique sur le lien, il arrive sur la plateforme, il choisit un mot de passe, et puis il a la possibilité lui aussi d'onboarder ses équipes de développement. Donc enrôler ou embarquer son équipe de développement. Une fois que l'équipe a été enrôlée ou embarquée, il configure l'accès à leur repository Git, et ensuite tout se fait de manière complètement automatique. À chaque fois que l'équipe de développement push une modification sur le repository de code source, donc GitHub, GitLab qu'on supporte aujourd'hui, mais on prévoit de supporter les autres, notamment Azure DevOps et Bitbucket. D'accord, donc je choisis enrôler comme remplaçant de onboarder. Donc une fois que le commit a été poussé sur le repository, ça nous envoie une notification via Webhook, et puis derrière, nous on déclenche la batterie de test, où on va builder le code, on va lancer le scan de code, on scanne les dépendances. Ensuite, pour les projets qui sont faits pour builder avec Docker, on a aussi la capacité de scanner les images Docker pour identifier des vulnérabilités dans les différentes couches sur lesquelles est bâti le container. Donc, si c'est le cas, on build les containers, on les scanne, ensuite on déploie dans un environnement virtualisé, et on lance nos scans de vulnérabilité de manière dynamique, et puis à la fin on pousse le résultat vers un tableau de bord centralisé qui va un peu rendre de manière sommaire la liste des faiblesses qui ont été identifiées, avec une description, une recommandation, et puis nous montrer l'évolution dans le temps et la répartition entre ce qui a été détecté par les différents moteurs de scan. Donc, comme disait Aziz tout à l'heure, il y a une petite animation qui devait s'animer ici, mais dans le PDF, il n'y a pas, qui montre justement l'évolution d'une pipeline du build jusqu'au déploiement, jusqu'à l'envoi des résultats. Donc voilà pour comment ça marche. Là malheureusement c'est une autre animation qui doit s'afficher, mais je pense qu'on peut regarder ça sur la démo directement. On a une fonctionnalité de gestion d'équipe comme on a vu dans le slide précédent. Donc chaque équipe est cloisonnée dans son
propre dashboard. Or, l'équipe sécurité peut consulter l'ensemble des dashboards. Et on est en train de rajouter d'autres métriques. Certaines sont exécutives, d'autres plus opérationnelles. Le but étant de rendre toujours le niveau de sécurité le plus visible possible pour les équipes de sécurité afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir où est-ce qu'il faut mettre le paquet, à quel moment et quel levier activer pour améliorer la sécurité. On prévoit aussi d'autres capacités qui vont permettre d'analyser et de mesurer le niveau de maturité de chaque équipe que vous enrôlez et vous montrer justement lesquelles ont besoin de plus de support que d'autres. Pour ta question, Sébastien, voilà, Aziz t'a répondu. Donc aujourd'hui, on supporte Java.js et bientôt, on va sortir la version Python. On a intérêt, surtout qu'on a un prospect qui la souhaite pour le mois d'avril. Donc on prévoit de sortir Python pour le mois d'avril. Voilà. Ensuite, on a une intégration Git qui est transparente aussi. Donc ça aussi, c'est une animation qui devait s'afficher, mais je vous montrerai ça lors de la démo. Donc directement dans les paramétrages de chaque équipe, on peut configurer la connexion avec GitHub par exemple qui est déjà déployé et choisir le repository de code source qu'il faut pour le superviser par la suite. Donc voilà, c'est le moment de faire la petite démo. Donc je vais essayer de partager. Hop. Donc, tu me dis, Aziz, est-ce que mon écran est partagé? En train de se partager. Pardon. C'est en train de partager. Hop. Ok, ça semble bon. Je te laisse aller. Ok, super. Donc on va essayer de se connecter en tant que manager. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a cette notion de gestion d'équipe où on peut ajouter une équipe. On choisit l'équipe, le nom de l'équipe, par exemple Team API Bike. Et puis, par exemple, on choisit le manager ou le responsable de l'équipe qui va recevoir l'invitation pour s'onboarder. Créer son compte et commencer à exploiter les différentes métriques et mesures de sécurité qui sont remontées pour améliorer la sécurité de son application. Voilà, donc chaque équipe dispose de son propre paramétrage. Donc ici, on voit qu'on a déjà la connexion avec Git qui a été faite. Donc ce que je vais faire pour vous montrer ça, je vais juste aller dans mon compte GitHub. Je vais révoquer l'autorisation que j'avais au préalable donnée. Et puis, je vais revenir. Donc là, typiquement, voilà, on voit une petite erreur parce que il n'arrive plus à se connecter alors que il avait la possibilité tout à l'heure. Et si on choisit de se connecter, on nous demande l'autorisation. Donc là, c'est un truc de test avec nos credentials de développement. Et puis, c'est bon, à la fin, on arrive à choisir le repository de code source qui nous intéresse. Donc là, où vous entendez, je viens de recevoir une petite notification de GitHub qui me dit qu'il y a une application qui vient de obtenir l'accès à mon repository. On peut aussi rajouter d'autres membres de l'équipe. Par exemple, je rajoute
Aziz Erim. Et puis, je spécifie pour chaque membre que je rajoute, est-ce que cette personne a déjà été sensibilisée à la sécurité ou pas. Donc, ça permet aussi de calculer d'autres métriques autour de la gouvernance et le niveau de sensibilisation auprès des équipes de développement. Voilà. Donc, on peut ajouter autant de membres qu'on veut normalement en fonction de la limite de la licence. Et pareil, en fonction de la limite de votre licence, vous aurez la possibilité de rajouter d'autres équipes ou pas. Donc là, typiquement, ma limite est à 3, donc je peux pas en rajouter d'autres. Voilà, donc derrière, comme je vous ai dit, il y a toute la magie qui s'opère et à la fin, on a accès à un dashboard de métriques qui nous montre le nombre total de vulnérabilités, le nombre total des vulnérabilités actives, celles qui ont été remédiées, et puis la répartition par capacité de scan, l'évolution dans le temps, et puis on a les détails par vulnérabilité. Donc pareil, donc c'est un projet qui n'a pas d'historique, donc qui vient d'être créé, qui vient d'être scanné, et si on clique sur les vulnérabilités, on a une fiche synthétique qui nous explique qui a, c'est quoi le problème, et puis qui nous donne une idée pour le résoudre. On peut, pour anticiper la question, on peut flaguer le finding comme étant un faux positif. On a conscience que on n'est pas exempt de faux positifs, même si ça fait partie des pain points sur lesquels on a un petit peu bâti notre solution. C'est pour ça qu'on orchestre plusieurs types de scans, c'est pour cloisonner les différents résultats, identifier que des vulnérabilités certaines, mais il se peut qu'on ait encore quelques faux positifs, donc on donne la possibilité de les flaguer, et derrière ça nous permet nous d'améliorer nos moteurs pour les prendre en compte. Donc voilà pour la démo. Je précise aussi que on est en version bêta fermée. On supporte, j'ai vu une question tout à l'heure, on supporte Java et JavaScript pour le moment, et on a le support de Python qui est en cours. On prévoit aussi le support des autres langages, .NET, C++, éventuellement même le support de PHP. Et voilà. Donc, je pense que on a fait le tour. Je sais pas si il y a des questions.